Bonjour, je m'appelle Patrick Beau et je me suis toujours demandé pourquoi on ne parlait pas directement des choses intéressantes au début d'une conversation. Parfois, on voudrait poser des questions existentielles aux gens qui nous entourent, mais comme c'est pas forcément dans les codes, on finit par parler du temps qu'il fait. Dans Continue tu m'intéresses, je vais donner à mes invités l'opportunité de parler de ce qui les intéresse vraiment. Et si tout se passe bien, ça devrait être intéressant. Aujourd'hui, je reçois Yann Bouvier. Il est enseignant, historien et vulgarisateur. Depuis 2019, Yann est connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Yann tout court. Sur ses différentes chaînes, qui cumulent plus d'1 million d'abonnés, il débunk les mythes historiques. C'est également le thème de son dernier livre, France Fiction, un ouvrage collectif qu'il a dirigé et qui s'attaque aux idées reçues de l'histoire de France. Cet épisode a été enregistré en public dans le cadre du festival Frames, c'est pourquoi le son n'est pas du tout le même que d'habitude. Mais ce qui ne change pas, c'est la première question. C'est quoi qui t'intéresse le plus en ce moment ? Eh bien, écoute, moi j'ai des phases régulièrement monomaniaques. Et dans le même temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça devient compliqué de gérer la pression de la création de contenu historique. D'abord parce que je ne m'accorde pas beaucoup le droit à l'erreur. Peut-être que c'est un sujet, un tunnel qui sera déroulé au long de ce podcast tout à l'heure. Et puis la perspective de prendre des coups de pression, de prendre des menaces parce que j'aborderai tel ou tel sujet. Font que là, j'ai eu envie, il y a quelques mois, de développer un projet parallèle un peu secret qui n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire. Donc là, ce qui m'intéresse en ce moment, ce sont les jeux de société. Ok. Et la création de jeux de société. Et je crois d'ailleurs que toi, en ce moment, tu es sur quelque chose où tu as sorti quelque chose d'un peu similaire. Alors, j'ai pas sorti, mais maintenant que tu le dis, j'aimerais bien faire un jeu de conversation, un jeu de cartes, qui serait basé sur ce podcast, avec des questions qu'on se pose, mais des questions aussi que j'ai mis de côté. Et du coup, je pense à ça. Je sais pas si c'est de ça dont tu voulais parler. Mais... Ah ouais, non. Enfin, je suis tombé vraiment dans la potion des jeux de société, mais tu vois, contemporains, type Seven Wonders, etc. C'était une découverte il y a peut-être 8-9 ans, parce que on est d'une génération, tous les deux, qui avons découvert les jeux de société enfants avec le Monopoly, avec le Trivial Pursuit, ou avec des jeux dans lesquels le hasard guide absolument tout, le jeu de loi, etc., que je trouve terriblement ennuyant. Et donc, oui, il y a 8-9 ans, je crois, j'ai découvert la richesse de l'édition des jeux de société contemporains. Ça nourrit en plus des moments de complicité très rares et folles avec ma fille, particulièrement. Voilà. On a une grosse ludothèque à la maison. Ouais. Et puis, j'avais commencé à imaginer à cette époque-là des jeux de société. J'avais plein de petites règles comme ça qui traînaient dans les tiroirs. Et il y a quelques mois, j'ai déterré ces règles-là, je les ai relues une par une, elles étaient toutes nulles à chier. Ok. Tout à jeter. Ouais. Et puis il y en a une, je me suis dit, il y a un potentiel. Et j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai fait... j'ai créé le jeu. J'ai fait plein de parties tests avec des amis dans des ludothèques. Et là, pour tout te dire, je suis en relation avec une grosse maison d'édition de jeux de société. Je ne sais pas si ça va aller au bout. Ouais. Ils ont la règle. J'ai fait une vidéo de présentation. Enfin, je suis passé par les étapes normales, classiques. Ok. Et j'espère que ça va leur plaire. Moi, je crois que c'est un chouette jeu de société. Attends, mais c'est extraordinaire. Est-ce que c'est un scoop, là ? Voilà, c'est un jeu qui ne sortira certainement jamais. Non, moi, je l'aime beaucoup, mais... A priori, si tu es en contact avec une grosse maison d'édition, il y a quand même des chances que ça se passe. Après, ils sont très exigeants, ils ont raison de l'être. Il faut vraiment que le jeu leur plaise, il faut que sur les playtests qu'ils feront en interne, ils sentent qu'il y a un potentiel. Ils vont pas éditer un jeu de société parce qu'il y a, entre guillemets, mon nom ou que je pourrais en faire la publicité. Ouais. Mais si ça se fait, ça serait une petite case comme ça, tu sais, des choses à faire dans la vie, dans ma to-do list. Est-ce qu'il y a un rapport même ténu avec l'histoire ? Alors oui, l'arrière-plan est historique. On est au pied du Vésuve en l'an 79. Pas à Pompéi. Ça a mal tourné. Ah, je croyais que c'était Pompéi. Ça a mal tourné. Mais je voulais pas que le contexte, tu vois, soit gratuit. Donc en fait, dans les mécaniques de jeu, il y a vraiment une synergie très forte entre cet élément de contexte. Pour le dire très vite, le Vésuve permet de générer un timer qui fait que les parties vont être plus ou moins rapides, plus ou moins courtes. Ok. Pour ce qui est du reste, comme je veux pas me porter la poisse, j'en dirai pas plus. D'accord. Mais donc, a priori, il y a un moment où le Vésuve pète et c'est la fin de la partie, sans doute. Ah oui, dans 66% des parties, le Vésuve pète. Bon, tu disais que tu jouais beaucoup avec ta fille. C'est quoi vos jeux préférés ?
Alors, on a beaucoup de jeux à 2, du coup, à la maison, parce qu'on est vraiment tous les 2 dans cette petite niche-là, à aimer, partager ces moments-là. Moi, par exemple, il y a un jeu à 2 que je recommande beaucoup qui est je sais pas si tu le connais, Mister Jack? Non. Alors c'est un jeu donc c'est Whitechapel, le plateau de jeu, c'est Whitechapel. Alors ce qui est étonnant dans ce jeu, qui est vraiment extrêmement bien pensé, c'est que chaque joueur a un objectif différent. Les 2 objectifs sont opposés l'un à l'autre. Donc un joueur va incarner un enquêteur, le joueur d'en face incarne, Jack, l'éventreur. Jack doit s'échapper du quartier avant les 8 tours de jeu, je crois, et l'enquêteur doit attraper Jack avant les 8 tours de jeu. Alors après, vous donner le détail des règles là comme ça, Non, ça non, serait mais compliqué. Mais par exemple, moi, je suis rentré dans les jeux notamment par celui-là. J'avais vu plein de vidéos de règles et de tests de parties, de démonstrations de parties de ce jeu-là sur Internet. Et à chaque fois que je voyais une nouvelle vidéo, je réalisais à quel point l'écriture et la mécanique de jeu étaient extrêmement fines. hmm. Et vraiment, voilà, si vous cherchez un jeu de société à 2, drôle, intelligent, avec des parties sans cesse renouvelées, sans hasard. Je déteste quand le hasard, vient comme ça Ouais. mettre le bout de son nez dans les jeux de société. Mister Jack, c'est vraiment, vraiment top. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au Trivial Pursuit, par rapport au jeu de loi, je pense à la bonne paye, enfin, ce genre de classique-là. Parce que je pense que pour une grande partie de la population, des gens qui s'intéressent pas plus que ça aux jeux de société, les jeux de société, c'est ça. Et en fait, depuis quelques années, il y a une explosion de jeux beaucoup plus complexes, beaucoup plus élaborés. Et oui, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce basculement depuis quelques années vers des jeux un peu plus costauds, quoi. Et puis j'ai l'impression que ça, enfin, oui, c'est à la mode en fait. Quand j'étais adolescent, je jouais, peut-être qu'il y en a dans la salle qui faisait ça, je jouais aux cartes Magic. Ouais. Voilà. Ben, clairement, on était un peu pestiférés. En plus, j'étais dans un département très rural. Là-bas, voilà, pour exister, il fallait faire du rugby Hmm. ou faire du rugby. Pour tout vous dire, dans le... Alors, pour moi, c'était la capitale, d'accord? Il y avait 1800 habitants. Circuit automobile, Nogaro, dans le Gers, à l'ouest. Et donc, oui, il y avait vraiment que des rugbyman. On était 4-5 à avoir une collection de cartes Magic. Hmm. On jouait entre nous. C'était vraiment pas bien vu. Aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que ça revient très, très, très fort. Bien sûr. Il y a même des plateformes qui permettent de jouer à ces jeux-là en ligne. Les jeux de rôle Ouais. sont très, très à la mode. Là, ma fille vient de découvrir cet univers-là. C'est dingue. Je lui ai acheté un jeu de rôle qui s'appelle Cats la Mascarade. Je ne sais pas si certains connaissent. Ah oui, la mascarade, c'est... ouais. Alors, il y avait Vampire la Mascarade quand j'étais ado. Moi aussi. Et ils ont fait une version un peu plus adolescente, voire enfantine, Cats la Mascarade, qui est une bonne porte d'entrée dans le jeu de rôle. On a fait une partie dans un festival de jeux, là, il y a quelques semaines tous les 2. On est rentrés, j'ai acheté le livre, j'ai lui acheté l'écran. Ouais. Elle a lu le bouquin en une semaine, elle a invité toutes ses copines le week-end d'après, elle est maître du jeu, voilà. Ok. Et je pense Ouais. qu'elles sont rentrées dans un tunnel, là. Mais globalement, les geeks ont gagné parce que tous les trucs étaient mal vus, comme tu dis, il y a 20-30 ans. Aujourd'hui, c'est cool. Donc, c'est valable pour les cartes Magic, mais c'est valable aussi pour les jeux vidéo, c'est valable pour les comics. Je me souviens que dans les années 90, par exemple, c'était pas forcément super cool de jouer à des jeux vidéo. Bah voilà, on était vu un peu comme le vilain geek qui reste enfermé dans sa chambre. Idem pour les super-héros. Moi, j'étais très fan de Spider-Man quand j'étais ado. On se foutait de ma gueule parce qu'il y avait un côté, c'est un truc de gamin, quoi. Aujourd'hui, bon, c'est évidemment le sommet du cool, les super-héros, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un vrai basculement culturel par rapport à tout ça. Oui, et puis permis aussi par le cinéma, Stranger Things, par exemple. Ouais. Voilà, la bande de copains dans Stranger Things, ils se retrouvent autour des jeux de rôle. Et ça d'ailleurs, c'est un élément, je crois, qui fait que ma fille n'a pas eu de difficulté à convaincre ses copines de jouer aux jeux de rôle. Ouais. Parce que ses copines regardent Stranger Things, Eh oui. donc elle a dû juste à dire jeu de rôle, elles étaient là. Et alors, est-ce que tu as appris quelque chose d'intéressant récemment? Oui. Pas mal de choses, en fait. Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment historiques. Alors oui, c'est un peu niche. Ça sort pas trop de mes centres d'intérêt traditionnels. Après, est-ce que ça me permettrait comme ça de partir sur un tunnel, sachant que souvent, en fait, ces podcasts m'apprennent des choses qui, en fait, rajoutent des couches à des choses que je savais peut-être Ouais. déjà. T'as des noms à nous donner peut-être de podcasts intéressants? En histoire, Ouais. après, des podcasts assez connus. Le cours de l'histoire. Ok. Voilà, par exemple. Et les podcasts alors je crois que c'est France Inter, mais les podcasts de Philippe Collin. Les séries de D'accord. podcasts de Philippe Collin sont incroyables. Il y a une série sur l'affaire Dreyfus.
Il y a une série sur Philippe Pétain. Le premier épisode est très très drôle. Parce qu'on... Alors qu'a priori, c'est pas le genre de truc qu'on écoute Effectivement. pour se marrer, quoi. Ouais. Non, mais on découvre en fait un Philippe Pétain amateur de femmes. Ouais. Voilà, très très amateur. Avec des c'est kink qu'on dit, Ouais. c'est ça? Oui. Avec des kinks un peu particuliers. De je me cache dans le placard de ma maîtresse Mais non. et je regarde par l'interstice de la porte. C'est. Ah ouais. Et il y a une historienne spécialiste, je crois que c'est Madame Vergès-Chaignon, qui raconte, qui a fait une grande biographie sur Pétain et qui raconte que au moment du défilé de la victoire, parce que Pétain est vraiment héroïsé à ce moment-là, eh bien, il avait reçu des lettres de certaines de ses maîtresses qui lui disaient je serai à tel endroit du défilé, je te ferai coucou. Sauf qu'il a reçu beaucoup de lettres comme ça. Et donc, elle l'imagine faire un petit peu coucou tout le long du défilé. Ok. Voilà. Donc ça, c'est avant la bascule qu'on connaît. Ouais, bien sûr. C'est le truc que tu as appris, du coup. Non. Non, écoute, c'est vraiment au moment de la direction de France Fiction dont tu as parlé tout à l'heure, donc il y a un ouvrage collectif. Bon, j'ai appris énormément de choses en recevant les contributions des différentes historiennes et historiens qui m'ont envoyé leurs articles, leurs chapitres. Mais celui qui m'a vraiment mis le cul par terre, c'était le travail de Denis Turel sur la signification historique en 1789 de l'association du bleu, du blanc et du rouge. Je savais qu'il y avait anguille sous roche, donc c'est pour ça que je voulais que ce sujet-là soit travaillé dans le livre, parce que j'avais entendu, alors je ne donnerai pas son nom, mais un grand historien des couleurs français, dont le prénom est Michel, intervenir régulièrement sur ce sujet-là à la radio, dans des journaux, jamais dans des ouvrages. Hein. Donc voilà, c'était peut-être aussi un peu de l'improvisation, et on se laisse parfois aller du coup à imaginer des choses. Et donc lui, ce qu'il expliquait, c'était qu'en fait, le bleu et le rouge fin XVIIIe siècle n'étaient pas associables à Paris, que ce n'était pas les couleurs de Paris à ce moment-là. Et donc pour lui, voilà, c'était là qu'il fallait creuser. Denis Turel s'empare de la question. Elle travaille les sources d'époque. Alors, pour l'année 1789, toutes les sources qu'elle a pu déterrer disent clairement Paris, bleu et rouge. Paris, bleu et rouge. Paris, bleu et rouge. On a des gravures aussi d'époque qui montrent ça, etc. Donc en fait, le point n'était pas là. Le point est sur le blanc. On a tendance à entendre, moi je l'ai longtemps enseigné, on me l'a appris à l'université, donc le bleu, le blanc et le rouge, hein, bleu et rouge, Paris, et puis le blanc du roi. Voir Paris encadre le roi, la population parisienne, encadre, contrôle le pouvoir monarchique et royal. Et en fait, ce qu'elle montre, et là les archives de 1789 sont très bavardes et très claires à ce sujet, c'est que le blanc est choisi parce que c'est la couleur de la nation française, c'est la couleur nationale. Et ces termes, nation nationale, au long du XVIIIe siècle, s'enrichissent d'une charge politique qui font qu'en 89, le national, c'est tout, sauf le royal. Ok. Le roi est vraiment, entre guillemets, exclu de cela. C'est l'Assemblée nationale qui a la légitimité du pouvoir et qui accepte de la déléguer au roi. C'est la première devise qui apparaît au moment justement de la monarchie constitutionnelle, qui dit, donc, je crois que c'est ça, c'est la nation, la loi, le roi. Donc le roi est à l'extérieur de la nation, et donc la signification originelle du bleu-blanc-rouge, c'est le peuple de Paris qui entre en révolution et qui aimerait, emmener à sa suite la nation, l'intégralité, l'ensemble de la population française dans ce grand mouvement révolutionnaire. Le bleu-blanc-rouge, c'est la France. Alors, en parlant d'idées reçues, moi, j'ai eu le malheur de colporter une idée reçue dans ce même podcast qui relie le mot travail à l'étymologie trépalium. Et on m'a envoyé 200 fois une vidéo de Yann Toucourt, qui explique que non, c'est faux. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est surtout qu'on n'en sait rien, en fait. Alors, il y a des hypothèses, mais effectivement, cette hypothèse-là, elle apparaît très fragile. Là, je te cache pas que cette vidéo, ça fait longtemps. Je suis fatigué, on est au Frames Festival, d'accord? Les nuits sont courtes ici. Et donc, je pourrais pas forcément te redonner les éléments qui sont intégrés à la vidéo. Mais oui, c'est une hypothèse. En tous les cas, les articles de linguistes qui se sont penchés sur ce sujet-là vont dans d'autres directions. Et ils ne peuvent pas trancher, mais ça, ils l'écartent. Voilà. Globalement, la réponse est qu'on ne sait pas vraiment d'où ça vient précisément, l'étymologie. Mais il y a un truc intéressant que tu disais dans cette vidéo, d'ailleurs, c'est qu'il y a
une sorte aussi d'idée reçue qui consiste à penser que l'étymologie nous donne le vrai sens des mots. Oh là là. Oui, la langue des oiseaux. C'est de ça dont tu veux parler? Non, non. Pascal Légitimus et... Non, pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles en réalité. Si, lunettes, c'est lire net. Ah oui, non, c'est pas ce que je voulais d'accord. dire. Non, je parlais du fait que parfois, tu vois, par exemple, par rapport à Travail et Trépalium, on a recours à l'étymologie pour donner le vrai sens caché des mots. Pour dire, voilà, en fait, à la base, ça voulait dire ça. Donc, voilà ce qu'on associe vraiment au travail. Mais les mots évoluent, quoi. L'usage des mots évolue. Je suis d'accord avec toi, Patrick. Voilà. Bon, tu me parleras de cette histoire de langue des oiseaux plus tard. Est-ce que tu peux me citer une personne que tu trouves intéressante et pourquoi? Oui. Alors, je vais vous parler de Céline Gréco. Peut-être que certains l'ont déjà vu passer en vidéo, notamment en 2024, parce qu'elle a été à ce moment-là auditionnée par une commission chargée de travailler sur les manquements des politiques de protection de l'enfance. Donc Céline Gréco, elle est chef de service, je crois, à l'hôpital Necker, en soins palliatifs notamment, donc c'est un service quand même particulièrement lourd. Et par ailleurs, elle a eu une enfance extrêmement difficile, qui fait un petit peu écho à ce que j'ai pu par ailleurs traverser. À l'âge de 4 ans, par exemple, son père l'a forcée à prendre des leçons de piano. On était au-delà en fait des leçons de piano. Elle faisait à 4 ans, 4 ans et demi, 45 heures de piano par semaine. Elle s'y mettait à 8 heures le soir, et puis parfois, ça durait vraiment jusqu'au lendemain matin. Et quand le papa était plutôt de bonne humeur et bien disposé, vers 4-5 heures, elle pouvait aller dormir. Terrible. Et ça a duré comme ça pendant des années. Alors je dis, et un écho, très rapidement, c'est pas aller aussi loin, mais aux mêmes âges, c'est à peu près ce que mon père me faisait subir. J'étais un peu son perroquet. Tous les soirs, il fallait que j'apprenne des choses par cœur pour les restituer. Il m'a envoyé vers l'âge de 25 ans, il pensait me faire plaisir. C'était pour mon anniversaire. Petite cassette audio, recto verso, 80 minutes, enregistrée d'une traite. J'ai 4 ans et demi à ce moment-là. Et pendant 80 minutes, je récite des trucs par cœur. Je récite du Kipling, je récite une quinzaine de fables de La Fontaine. Il me donne des animaux, il faut que je donne le cri. À 4 ans et demi. Ouais. Waouh. J'ai oublié tout ça. Ouais. et donc, Céline Gréco, vers 14-15 ans, est dans un état de mal-être tel que ça se voit. Elle pense à mettre fin à ses jours. Elle est extrêmement maigre, elle fait 31 kilos. Et une infirmière scolaire comprend ce qui se passe, qui joue, elle est retirée, elle est placée en foyer. Et donc ensuite, elle a la carrière dont je t'ai parlé. Et donc, elle est extrêmement investie pour justement aider, accompagner, améliorer le sort des enfants placés à sa mesure. Donc, par exemple, elle a mis en place des brigades qui vont d'hôpitaux en hôpitaux, notamment dans la région parisienne, pour justement détecter dans les hôpitaux pour enfants des cas d'éventuelle maltraitance pour faire des signalements. Elle a créé aussi une association il y a quelques années qui s'appelle Impact, IM''Pact, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont à la recherche de dons, ils sont à la recherche de mécènes, et qui essaie de briser quelque chose qui relève aujourd'hui quand même d'une forme de chape de plomb qui pèse sur les enfants placés. On sait que les enfants placés ont en moyenne 20 ans d'espérance de vie en moins que la population normale, classique. On sait que les anciens enfants placés ont 20 fois plus de, je mets des gros guillemets, chances que la population normale de finir à la rue, etc., etc. Je crois qu'il y a moins de 10% des enfants placés qui ont un bac général qui arrivent jusque-là. Et donc, pour briser ce déterminisme-là, elle met en place des dispositifs culturels et artistiques pour justement permettre à ces enfants placés d'accéder à des ouvertures intellectuelles, culturelles, pour essayer de briser ce cercle-là. Et puis, elle est aussi en train de créer des centres de soins dédiés aux enfants placés. Enfin, une femme absolument admirable. Quand tu parles de ces 20 ans d'espérance de vie en moins, c'est dû aux traumatismes qui font qu'il y a des impacts psychologiques et physiques sur le long terme? Alors, c'est justement ce qu'elle explique dans une vidéo, dans un extrait de son passage à la commission parlementaire. C'est ce qui m'a fait la découvrir il y a 2 ans. Donc, elle est interrogée et elle dit, bon, imaginez, vous êtes dans une zone montagneuse, on va dire les Pyrénées, parce que les Pyrénées surpassent les Alpes. Je ne veux pas
créer de débat ici, mais je me permets de poser ça. Donc, on est face à un ours. Et là, le corps se modifie. L'idée, c'est que toute l'énergie puisse être mise à disposition des muscles, des jambes, des bras éventuellement. Donc, on a le système digestif qui se met à l'arrêt, on a le système immunitaire qui se met à l'arrêt, on a un afflux sanguin, on a le rythme cardiaque qui augmente, on est en tachycardie, etc. Et puis, on échappe à cet ours. Voilà. Et donc, le corps se remet dans son état initial. Ben, il faut imaginer maintenant la même chose, mais avec un ours qui rentre tous les soirs à la maison. Et donc, par exemple, je crois me souvenir d'un chiffre, les anciens enfants placés ont 11 fois plus de risque de développer une démence, par exemple, que la population normale. On a pratiquement tous des problèmes, moi ça me concerne, hein, je l'expérimente au quotidien, des problèmes respiratoires, asthmatiques, des problèmes digestifs, voilà. Et de la tachycardie, un rythme cardiaque très élevé tout le temps. De l'hypervigilance aussi. Moi, j'ai 40 ans, je suis toujours en hypervigilance. Okay. La nuit, des bruits de pas, une porte, ça me réveille et je ne peux plus me rendormir. Ok. Mais du coup, pour compenser, est-ce que tu as une pratique particulière sportive, de méditation, que sais-je, pour essayer de rattraper ça? Le scroll sur les réseaux, c'est terrible. Donc, ouais, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Ça, il faut que j'arrête. Ouais. Je suis pas très sportif, mais depuis un an, je m'y mets. Là, je fais du crossfit depuis un an. Ça me fait du bien. Okay. 3 fois par semaine, c'est chouette. Est-ce qu'il y a une chose intéressante te concernant que peu de gens savent? Comme une ceinture noire de karaté, tes organes sont inversés, etc. Oui, ceinture jaune-orange de karaté. Ah ouais, pour de vrai, d'accord. Pour de vrai, mais il la donne à tout le monde, celle-là. Ouais. J'ai eu une 2e place en concours départemental ou compétition départementale de karaté. On était 2. Ah oui, j'ai vraiment tapé juste, en fait. Moi, j'ai dit ça au hasard. Oui, j'avais essayé des trucs quand j'étais ado, mais c'était toujours, tu vois, en 98, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais très original, une année de foot. Oh, waouh! J'ai voulu être gardien parce que je voulais pas faire des tours de terrain à l'entraînement. J'étais très mauvais gardien, donc ils m'ont mis défenseur. Ouais. J'étais très mauvais défenseur, donc ils m'ont mis sur le banc. Et j'ai arrêté. Écoute, de quoi je pourrais te parler? Un truc, j'ai failli devenir prêtre. J'aurais pu. D'accord, oui. J'aurais pu. Ça, c'est un point commun, je crois, avec Usul. Il en a parlé récemment dans une interview. Ouais. Très, très intéressant quand même. Mais qu'est-ce qui t'a fait dévier du droit chemin, j'ai envie de dire? D'accord, tu veux pas savoir pourquoi j'aurais pu, toi, pourquoi je dévie. C'est vrai que c'est aussi une bonne question. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Une famille très traditionnaliste, catholique, et puis j'ai été placé à 8 ans et demi dans une famille d'accueil elle-même catholique, assez conservatrice. Et voilà, c'était une demande de mes grands-parents maternels, de mes grands-parents génétiques, je vais dire, qui tenaient à ce que je fasse le catéchisme. Je suis allé jusqu'à la confirmation, j'étais enfant de chœur encore à 14-15 ans, donc j'étais ado de chœur. Ok. Et... C'est un terme non, technique? C'est pas un terme technique. Okay. C'était de l'impro. Okay. Voilà. Il y a quand même un truc un peu sympa, curé. Tu dis aux gens, vous pouvez vous asseoir, tout le monde s'assied. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir. Ah, j'avoue. Prof curé, c'est pas si différent que ça. Là, je suis en train de t'imaginer en soutane et je trouve que ça fonctionne assez bien. J'ai été en soutane tous les samedis entre 18h et 19h à l'église de Brouillan. Vous pouvez m'y retrouver si vous trouvez une DeLorean, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Et ce qui m'a fait dévier, à un moment donné, j'ai pris conscience quand même que ça impliquait un truc qu'on appelle le célibat. Je me suis dit, waouh! C'est non. Ça n'a pas l'air fou. Ouais. Et quel est le dernier truc sur lequel tu as changé d'avis? Pas ça, du coup. Pas la prêtrise, manifestement. Eh bien, écoute, alors c'est un truc très, très, très récent. Ça va être ma take du podcast. Alors, je suis très sérivore. Je regarde beaucoup, 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 beaucoup de séries télé. Et j'ai découvert, c'était vraiment sur les dernières saisons, donc vers 2011-12, Breaking Bad. Quand je regarde Breaking Bad et quand je termine Breaking Bad, pour moi, aucune série ne pourra jamais surpasser ça. Voilà. Bien sûr. Et alors, en 2013, les showrunners de Breaking Bad annoncent qu'ils vont faire une série préquel, centrée autour d'un personnage un peu comique de Breaking Bad, qui est l'avocat Saul Goodman.
Je me mets à la regarder quand ça sort parce que j'étais en manque de Breaking Bad. Donc de 2015 à 2022, je regarde la série. Plus ça avance, plus je me dis, ah oui, c'est quand même une très bonne série. Puis ça s'arrête grosso modo à ça. Il y a 2 ans, je me refais tout Breaking Bad. Voilà. Et là, il y a quelques mois, je me suis vraiment binge-watché Better Call Saul. C'est, pour moi, la plus grande série de tous les temps. Bah écoute, c'est ça ma take. T'es pas le seul à dire ça. J'ai beaucoup entendu de la part de fans de Breaking Bad cette take-là, que Better Call Saul est encore meilleur. Et moi, j'avais commencé à la regarder et je pense que j'ai arrêté au mauvais moment parce qu'on m'a dit c'est après que ça devient phénoménal. Donc je sais pas s'il y en a dans la salle là qui sont fans de Better Call Saul. Je suis tout seul, c'est ça? Pas tant, mais j'ai l'impression qu'elle il y a une petite main là-bas qui elle est relativement confidentielle par rapport à son succès d'estime en tout cas. J'ai l'impression. Elle est sur Netflix pourtant, donc elle est vraiment accessible assez facilement. Mais je trouve que voilà, tout est mieux réussi dans Better Call Saul que dans Breaking Bad, que ce soit le développement des personnages, il n'y a aucun personnage secondaire à jeter. Et puis Walter White, donc le personnage principal de Breaking Bad, ce professeur de chimie qui se met à faire de la meth, etc. En fait, il est détestable dès le début. Enfin, je le trouve détestable dès le début. On a parfois envie qu'il gagne, on a envie de le voir damer le pion aux différents barons de la drogue, mais on n'a vraiment pas envie de le prendre dans ses bras. Enfin, s'il y en a qui ont envie de le prendre dans ses bras, dites-le moi, mais non. Alors que Jimmy McGill, qui est l'identité initiale de celui qui deviendra l'avocat véreux Saul Goodman, j'ai vraiment envie de le prendre dans mes bras du début à la fin. Donc moi, ça m'aide quand même à avoir développé une affection particulière pour cette série-là. Mais surtout, en la revoyant une deuxième fois, j'ai compris, alors c'est ma grille de lecture de la série, mais que c'est pas une série juridique, c'est pas une série sur le trafic de drogue. C'est une série sur l'amour. Est-ce que l'amour ou le manque d'amour ou l'illusion de l'amour peut modifier, changer en nous sans qu'on s'en aperçoive? L'amour fraternel, c'est plutôt la première partie de la série. Et ensuite, il ne faut pas que j'en dise trop, mais il y a une histoire d'amour qui est incroyable dans Better Call Saul. Bon, tu m'as convaincu de réessayer Better Call Saul. Donc bravo. En fait, j'avais pas le courage parce que je me disais, mais il y a des dizaines et des dizaines d'épisodes à rattraper. Ouais, il y a 6 saisons, oui, c'est ça. Ouais. Mais ça vaut le coup. Ah oui, non, vraiment. Bon, je vais essayer. Tu peux organiser un repas avec 2 personnes réelles, une vivante et une que tu ressuscites. Qui tu choisis? J'ai droit à deux options? Bien sûr. Là, comme ça, spontanément, un truc un peu drôle. Alors, celui que je ressusciterais, techniquement, certains diraient qu'il est déjà ressuscité. Quelqu'un a une petite idée ou pas? C'est pour tester votre niveau de culture générale. Personne? Ah non, personne. Bon. Donc, ouais, Jésus. Ok. Et puis, je ferai un dîner avec Trump. C'est drôle. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que Émilien, vous connaissez Émilien, le champion des quiz, quand il était venu dans ce podcast, il avait le même dîner que toi. Ah putain. Ouais. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons du coup. Donc est-ce que tu peux nous dire? Peut-être qu'on pourrait tester le réel degré de foi de notre ami Donald Trump, qui quand même se revendique. En tout cas, il y a des pasteurs même qui régulièrement font des prières autour de lui dans le bureau ovale, qui expliquent que c'est l'envoyé de Dieu sur Terre, le presque nouveau lieutenant de Dieu sur Terre, que le fait qu'il ait réchappé miraculeusement à l'attentat à l'été 2024 pendant la campagne est un signe d'élection divine. Ouais. Il me semble quand même, après peut-être que je me trompe, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais il me semble qu'il lui arrive parfois de dire et de faire des choses qui ne sont pas totalement conformes au message évangélique. Mais voilà, c'est ma take. Je vois pas de quoi aussi. tu parles, mais oui. Sur le traitement des migrants, alors là, il y aurait toujours des catholiques et pas que qui pourraient expliquer que selon certaines exégèses, certaines lectures des évangiles, on peut trier les migrants aux frontières, etc. Donc, à la limite, pourquoi pas. Par contre, justifier ça en déshumanisant l'autre, il mange des chiens et des chats à Springfield, dans l'Ohio. Là, on touche à quelque chose qui est, quoi qu'il arrive, profondément antinomique avec le message évangélique. Et donc, voilà, que ferait Trump en entendant Jésus certainement le sermonner un petit peu? Est-ce qu'il se met à genoux? Est-ce qu'il s'excuse platement? Ou est-ce qu'il l'accuse d'être un gros wokiste? Ah oui. Je pense qu'il lui dirait « Very bad prophet, the worst prophet we've ever had ». Mais tu l'imites vachement bien. Merci. Ah ouais. tu le travailles, ça? Non, c'était spontané, donc je suis flatté. Talent.
Et donc, tu avais une autre proposition Oui, de parce repas qu'en fait, bon, ça servirait à rien, à mon avis, voilà. Un truc peut-être qui me paraîtrait plus cohérent, plus pertinent, mais alors plus personnel. Je pense que je ressuscite. Il y a un temps limité de résurrection? Écoute, je te laisse une soirée. Oh putain. Ah ouais, je sais pas à quel point c'est un bon move alors. Je pense que je ressusciterai ma grande sœur. Oh, waouh. Et puis, elle mangerait avec ma maman. Oh. J'ai pas de blague à faire là-dessus. J'avoue que tu m'as un peu cueilli. Très Voilà, bien. je Bah, pense c'était- je pense que pour ma mère, ça serait très Hmm. important. Mais juste un dîner, tu peux pas me donner un peu... Écoute, je te laisse un mois, si ça Putain, peut. mais non, mais ça s'arrête, quoi. Tu mets une deadline. On peut pas juste... Écoute, j'ai pas plus de pouvoir que ça. Même dans une situation imaginaire, j'ai un mois max. Alors, tu peux effacer quelque chose de ta mémoire pour le redécouvrir à nouveau. Qu'est-ce que tu choisis? On va rester sur des trucs très très lourds, quoi. Tant Enfin, mieux, c'est c'est ce le qui me moment vient émotion. spontanément. C'est ce qui me vient spontanément. Non, alors, franchement, de manière un peu légère, je pense que j'aimerais bien oublier la plupart des séries que j'ai adorées et que j'ai vues pour, voilà, redécouvrir le plaisir que j'ai eu. Mm. Les 4 premières saisons de Dexter dans les années 2000, pour moi, c'était fou, par exemple. Ouais. Mais sinon, je pense que ce serait quelque chose que j'ai découvert à un moment de ma vie où j'étais peut-être pas apte à totalement le digérer, à totalement l'appréhender. Peut-être que je suis un peu mieux armé maintenant. Donc je pense que ce serait oublier la lecture, la découverte de mon dossier d'enfant placé, que j'ai reçu il y a 5-6 ans. C'était peut-être encore un peu trop tôt. Voilà, ça peut-être. L'oublier, puis me laisser un peu de temps pour le relire. Waouh! Hmm. Bon, la prochaine est moins émotionnelle. Donc, enfin, je sais pas après, hein, je sais pas dans quelle direction tu vas partir, mais sur le réseau social de ton choix, un bug temporaire te donne soudain accès à 100 millions d'abonnés. Tu peux faire un seul post. Que choisis-tu de partager? Ça va pas être réjouissant. Waouh! En fait, si j'ai un post et qu'il y a 100 millions de viewers, je vais essayer forcément de faire un post utile. Donc, je pense que ce serait un appel aux dons. Et Ouais. donc, ouais, ça serait lever des fonds pour la recherche contre, désolé, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, qui est la maladie qui a emporté ma maman, enfin, qui a eu ma mère quand j'avais 3-4 ans et puis qui l'a emporté quand j'avais 5-6 ans. Donc, c'est une maladie neurodégénérative qui s'attaque aux motoneurones. Alors, avec une atteinte qui commence soit par le bas du corps, soit par le haut du corps, des muscles qui s'atrophient, qui cessent progressivement de fonctionner. Et donc, le corps, progressivement, devient la prison du malade, avec souvent, par contre, pas d'atteinte cérébrale. Donc, voilà, le malade pense normalement, mais il ne peut plus s'exprimer, et avec une espérance de vie de 3 à 5 ans en moyenne après diagnostic. Et surtout avec, à l'heure où on se parle, toujours aucun traitement curatif. Donc, quoi qu'il arrive, la situation se dégrade progressivement. Mmh. Et là, par exemple, voilà, il y a une jeune malade qui s'appelle Pauline Messier, qui est très très engagée dans la lutte contre cette maladie, qui était l'an dernier le visage d'une grande campagne de levée de fonds. Et donc, j'essaye aussi de m'associer à ça régulièrement. Et donc là, si j'ai 100 millions d'abonnés, c'est de ça dont je parle en priorité. Alors, on n'a pas 100 millions d'abonnés, mais il y a peut-être quelques centaines ou milliers d'auditeurs de ce podcast. Bien sûr, bien sûr. Et donc, j'ai accès à vous. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la RSLA et sur celui d'Impact pour donner un peu. J'ai l'impression que depuis que tu es créateur de contenu et depuis que tes chaînes ont explosé, tu mets souvent à profit cette notoriété justement pour soutenir des causes qui te touchent. Et c'est tout à ton honneur parce que personne ne te pousse à le faire. Mais j'ai l'impression que ça fait partie intégrante aujourd'hui de ton identité de créateur, ça. Oui, parce que je ne sais pas combien de temps tout ça va durer. Voilà, j'imagine qu'il y a forcément un moment où ça va s'arrêter. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce temps-là puisse être à peu près utile. Bon, après, il y a aussi une dimension un peu égocentrique quand même à faire ça. Tu vois, c'est pas que forcément généreux, bienveillance. Peut-être que ça m'aide aussi à donner du sens,
peut-être que je m'illusionne en imaginant que ça peut m'aider à régler certaines formes de trauma ou à ramener un petit peu de justice dans mon parcours de vie, à rebours. Il y a peut-être une forme de vengeance aussi Ouais. contre le destin, contre mon père biologique, etc., etc. Mm. Mais oui, après, on a parlé là des deux causes sur lesquelles je m'exprime. Ouais. J'essaye de ne pas, par contre, prendre la parole sur des causes, bien sûr, très importantes, mais pour lesquelles j'estime ne pas être pleinement légitime à... J'allais te poser la question, puisque tu partages, tu sensibilises sur certaines causes, est-ce qu'on te demande régulièrement de soutenir des causes qui ne te concernent pas particulièrement? Pas tant que ça. Ouais, J'ai pas plus de... Non, pas tant que ça, en fait. Non, non. d'accord. C'est souvent des associations en lien avec ces deux problématiques-là, donc maladie de Charcot et les enfants placés. Là, oui, je suis souvent sollicité, sinon, globalement, non. Ok. En appuyant sur un bouton, tu peux avoir la réponse à un grand mystère. Qu'est-ce que tu demandes? Un grand, grand mystère. Alors, ça peut être un grand mystère existentiel, mais ça peut être un truc très perso. Genre, où est passée cette deuxième chaussette que j'ai perdue en Eh 2014? bien, maintenant que t'en parles. Bon, il y aura forcément des questions d'ordre un peu quand même spirituel. Alors, je me suis un peu, voilà, je me suis un peu éloigné de tout ça. Je ne saurais pas trop définir mon rapport au religieux et à la spiritualité là, maintenant. Mais donc, peut-être quand même que je poserai ce type de questions. Comment est né l'univers? Est-ce qu'il y a un Dieu, un type de Dieu? Alors, moi, j'ai plutôt tendance à être sensible à la vision que Spinoza développe de Dieu, voilà, donc, qui est une vision quand même assez éloignée de celle des monothéismes. De la nature comme Dieu, quoi. Oui, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, mais en fait, c'est l'idée que Dieu serait non pas transcendant, ne serait pas extérieur au monde, mais que Dieu est immanent, c'est-à-dire que Dieu est en toute chose, que toute chose est dans un principe, Ouais. voilà, qui englobe le matériel, le physique, mais aussi les idées, les théories, les souvenirs, etc., etc., et qui aurait une volonté propre. Mais voilà, il n'y a pas de grand monsieur barbu dans ce récit-là. Donc ta question, si tu devais en choisir Ce serait pas ça, du coup. Ouais. Je sais pas, si peut-être ça. Ouais. Non, alors, après, je suis très curieux, et donc je pense que l'historien en moi, je mets des gros guillemets, Ouais. je crois que le fantasme de beaucoup d'historiens ou d'amateurs d'histoire, ça serait de retrouver des collections d'ouvrages, notamment antiques, paumés, des bibliothèques. Ça, D'accord. ouais. Des morceaux, par exemple, de rouleaux de papyrus de la bibliothèque d'Alexandrie. Des lost media, vraiment, pour le coup. Et on est en train de le faire parce que, j'en parlais tout à l'heure avec le jeu de société, donc il y a un pont à Herculaneum, au XVIIIe siècle, a commencé, des archéologues je ne sais pas d'ailleurs si c'était vraiment des archéologues, mais on a retrouvé une villa, une immense villa qu'on appelle la villa des papyrus. Et dans cette villa ont été retrouvés, je crois, 1800 à peu près rouleaux de papyrus, fragments de papyrus complètement carbonisés, illisibles, inexploitables. Alors, je ne sais pas trop aujourd'hui où est-ce qu'ils sont entreposés, mais depuis quelques années, des technologies ont été développées qui, boostées à l'IA, permettent en fait de dérouler ces rouleaux numériquement et d'en lire des fragments. L'an dernier, par exemple, ils ont, en faisant ça sur un rouleau, découvert un récit qui renseigne sur les derniers instants, je crois, de Platon ou d'Aristote, un des deux. Donc vraiment des documents carbonisés. Oui, ils Ouais. arrivent à les lire. Ouais. En fait, parce que je crois que c'est avec le synchrotron, ils sont capables de localiser très précisément au nanomètre ou quelque chose comme ça près. Moi, je n'utilise pas les bons termes, Ouais. j'espère que je ne me ferai pas débunker la gueule. L'encre carbone. Ok. Voilà. Et avec l'IA, ils arrivent par exemple, à reproduire des fragments de textes qui jusqu'alors apparaissaient perdus, d'Épicure, de philosophes stoïciens. On imagine qu'il y aurait même peut-être une autre bibliothèque dans le coin cachée de textes latins qui permettrait d'accéder à des connaissances qui étaient réputées jusqu'alors. Est-ce que toi, il y a un document historique, par exemple une archive légendaire que tu aimerais pouvoir retrouver si c'était possible? Une archive légendaire, non. Ou pas spécialement. Mais le fantasme un peu classique, ça va être le tombeau d'Alexandre le Grand, le tombeau de Cléopâtre, ce genre de choses. Est-ce qu'on a retrouvé le tombeau de Gengis Khan? Je crois que lui aussi est toujours perdu.
Je crois qu'il y en a quelques-uns comme ça. C'est Tu fais, foutrement rien. tu fais bien de ne pas t'engager si tu n'es pas sûr, mais il me semble Exactement, bien. oui. Voilà, quand je suis Voilà. pas sûr, tu me connais bien. Donc je prends la responsabilité. Il me semble bien que le tombeau de Gengis Khan n'a toujours pas été retrouvé. Et donc voilà, celui d'Alexandre le Grand. Oui, bah, c'est le grand fantasme. Et en plus, alors, il y a une sorte comme ça de petite paternité entre gens avec un petit peu, on va dire, d'ambition. On sait, en tous les cas, on croit, on pense, à travers des sources antiques, que Jules César se serait rendu sur le tombeau d'Alexandre le Grand, que Charlemagne se serait rendu sur le tombeau de Jules César, Mhm. que Frédéric II de Prusse se serait rendu sur le tombeau de Charlemagne, que oui. Napoléon, et ça c'est sûr, s'est rendu sur le tombeau de Frédéric II de Prusse. D'accord. Et un certain Adolphe H s'est rendu, c'est la seule chose d'ailleurs qu'il a visité en juin 40 en allant à Paris, aux Invalides sur le tombeau de Napoléon. Ok. Napoléon. D'accord. Et donc ça les connecte Un peu, oui. indirectement. En tout cas, c'est ce qu'ils ont quand même, d'une certaine manière, cherché à faire. Ouais. Donc si ça se trouve, peut-être qu'un jour, on va réussir à lire un très 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 vieux document qui indiquera l'emplacement précis. Mais j'ai un ami égyptologue qui s'appelle Jean-Guillaume Molette-Pelletier qui m'expliquait il n'y a pas longtemps que pour lui, là, on est vraiment à l'échelle de l'histoire de l'humanité, à J-1 avant de possiblement retrouver le tombeau de Cléopâtre. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut comme information. Ouais. Il a fait pas mal parler de lui l'an dernier, peut-être que ça vous dit quelque chose, parce qu'en fait, il est cryptographe. Mhm. Il décrypte en fait des messages cachés, hiéroglyphiques cachés. L'an dernier, par exemple, il a découvert des messages qui étaient en fait cachés sur l'obélisque de la Concorde à Paris. Donc ça a été pas mal médiatisé. Ouais. En fait, là, alors c'est assez fascinant, je pourrais pas forcément t'expliquer comment ça marche. Mais donc les hiéroglyphes, c'est un ensemble de signes qui peuvent soit individuellement renvoyer, voilà, ça peut être une syllabe, ça peut être un son, après ça peut être aussi des idéogrammes, donc renvoyer à une idée, à une image, à un mot. Et alors, il m'avait donné un exemple que j'avais trouvé fascinant. C'est en étudiant le trône de Toutankhamon enfant, donc quand il est héritier. Alors en fait, il s'est aperçu que les éléments de décor n'étaient pas gratuits. C'est-à-dire qu'en fait, les différents éléments de décor combinés font une phrase. Ok. Moi, je crois que la phrase de mémoire, c'est Pharaon assure la verdoyance de l'Égypte au-delà de ses frontières. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais alors là où ça devient fascinant, c'est-à-dire que c'est vraiment au-delà de ce que je te raconte, il a l'esprit un peu tordu, donc il aime bien imaginer des trucs qui vont dans tous les sens. Et là, il visualise le gamin assis sur le fauteuil. Il y a des signes qui sont cachés. Mhm. Et il n'y a plus qu'un signe qui est visible, qui est sur le côté de l'accoudoir, c'est un fan. Ok. Or, il se trouve que en égyptien antique, je crois que c'est Iowa, un truc comme ça, le terme. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'écorcher ce mot-là. Le bras à la perpendiculaire, puisque l'enfant est assis sur le trône, et la cuisse, et le fan bubal, ces trois signes-là ensemble, forment le mot héritier. Oh, Voilà. Et donc ça, c'est, par exemple, voilà, de la cryptographie hiéroglyphique. d'accord. Parce que c'est déjà chaud de décoder les hiéroglyphes. Mais alors, si en plus, ils cachent des trucs à l'intérieur, c'est un autre level, quoi. Mais ça, il faut comprendre qu'en fait, ça n'a jamais été un langage qui était destiné à être diffusé, à être enseigné. Au contraire, c'était une chasse gardée, la chasse gardée d'une élite dont le pouvoir dépendait de la connaissance de ce système d'écriture. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est perdu. Mais s'il a réussi à décrypter des trucs qui étaient sur l'obélisque, à Paris, ça doit être un sentiment incroyable. Parce que tu te dis, waouh, là, je suis la seule personne au monde qui sait ce qu'il y a écrit depuis 6000 ans, quoi. Je crois qu'ils sont deux ou trois, il m'avait expliqué, dans le monde, en tous les cas, à pratiquer ça. Moi, il m'a fait une visite guidée, on n'était que deux, du Louvre, elle égyptienne. La nuit, genre? Non, c'est en plein jour, il y avait plein de monde. D'accord, non, c'est parce que... C'était Je top. pensais à un film, mais... Ah, ouais. oui, d'accord, la nuit au musée. Oh, oui. Et puis moi, quand j'étais ado, j'étais vraiment fasciné par l'Égypte antique, donc c'était incroyable de découvrir ça à ses côtés. Ok. T'es allé en Égypte? C'est le rêve en termes de voyage, c'est ce qu'il faut que je fasse avant de mourir. Waouh, on revient sur des trucs un peu plus dark. Mais ouais, non, j'y suis pas encore allé, mais il va falloir que je le fasse et j'adorerais d'ailleurs le faire pour le coup avec lui. D'accord. Si tu pouvais avoir accès à une statistique précise sur ta propre vie, laquelle tu choisirais? Comment Alors, par exemple, nombre exact de personnes croisées, quantité totale de sommeil, liste des mots que tu as prononcés le plus. Quantité totale de sommeil sur le Frames Festival, ça, je pense que j'ai la stat. Ouais.
Je te donne un exemple, peut-être si ça peut te Ouais, non, mais t'inspirer, je vais trouver une idée. Mais qui vas-y. revient souvent, mais par exemple, connaître le nombre de fois où on a croisé un ami ou la personne qu'on aime avant de les connaître. Peut-être qu'on les a croisés 10, 15 fois dans des bars, dans des trucs, et ce serait super cool d'appuyer sur un bouton et de le savoir. Ce genre de choses. Et ça, c'est possible que ma compagne, je l'ai croisée avant parce qu'elle a fait du karaté. Ok. Et elle a fait une compétition une fois, je crois, à Auch, capitale du Gers, 28 000 habitants. Gros département. Je pense que ce serait le nombre de... Ah oui, alors avec un histogramme évolutif. Bien sûr. Bah, c'est quand même la base. Le nombre de fois où j'ai pu changer d'avis Ouais. sur des sujets, voilà. Est-ce que je change plus d'avis maintenant qu'avant? Est-ce que Ouais. j'étais vraiment un petit con quand j'étais plus jeune? Ouais. Est-ce que je suis toujours un petit con, mais Ouais, avec de la là, barbe blanche? là, spontanément, toi, tu penses que tu es du genre à rarement changer d'avis ou à beaucoup changer d'avis? En tous les cas, dans le travail que je fais, ben, je mets sans arrêt mes a priori, les connaissances que je crois avoir, Ouais. sont régulièrement quand même mises en porte-à-faux avec les articles, les Mm. derniers développements de Donc, la recherche, de l'historiographie. Donc tu là-dessus, te je suis mets à très jour, ouvert. tu te Oui. mets à jour régulièrement mentalement. Ouais. Oui, et puis alors là, pour le coup, c'est extrêmement enrichissant. Je prends beaucoup de plaisir encore à faire ces vidéos, et ce qui fait que j'arrive encore à les faire, au-delà des menaces, au-delà de la pression, etc. C'est parce qu'en fait, je n'arrête pas d'apprendre et de découvrir des choses. Donc ça, oui. Ouais, d'ailleurs, Mais politiquement, je suis pas sûr. ouais. À quel point, à quel degré, je sais pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une histoire vraie qui te captive? Alors, ça peut être un fait divers, un fait historique, peu importe. Est-ce que tu connais le film c'est un film de Stephen Frears, donc le Ouais. réalisateur des Liaisons dangereuses, Mhm. avec John Malkovich, le bon Les Liaisons dangereuses, parce qu'ils ont fait, je crois, un Oui, ils en ont fait remake il y a d'autres. pas longtemps. Ouais, bon, Ouais. voilà, on va l'oublier celui-là. En 2022, je crois, il a sorti un film qui s'appelle The Lost King. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film ou pas? The Non. Lost King. The Lost King. Oui, pas The Last King, The Lost King. Ok. J'ai un accent mauvais, je le sais, Non, mes non, élèves me le mais- disent sans arrêt, mais quand même, s'il te plaît, Ok. Patrick, sois gentil. Le Roi perdu. Et Ouais. donc, c'est un film qui retrace la redécouverte en 2012, peut-être que ça va te parler, du corps de Richard III. Ah oui, sous un supermarché, c'est ça? Un Alors, parking de supermarché? sous un parking de la mairie, je crois, de Leicester. Ok. En fait, le corps de Richard III, donc, qui est le dernier roi plantagenet, voilà, qui perd la vie en 1485 à la bataille de Bosworth face à Henri Tudor, futur Henri VII, donc le fondateur de la dynastie Tudor. Ensuite, il y aura Henri VIII, voilà, barbe bleue. Et donc, il perd la vie, Richard III, à ce moment-là. Il est enterré à la va-vite dans l'église d'un couvent de franciscains de Frères Gris, justement à Leicester, dans une église, sans cercueil. Voilà. Et puis, il se trouve que le couvent est rasé, justement, dans les années 1530, je crois, de mémoire, au moment où Henri VIII réforme religieusement l'Angleterre. Et puis, ce qu'il semble, à ce moment-là, c'est que des gens déterrent Richard III et puis balancent son corps dans un cours d'eau voisin. Et cette version-là, elle commence à être remise en question dans les années 70-80 par une société qui s'appelle la Société Richard III, je crois, un truc comme ça, qui se dit peut-être qu'en fait, cette histoire de on l'a déterré, on l'a foutu dans un cours d'eau, peut-être que c'est faux, peut-être qu'il est toujours enterré dans le couvent qui a été rasé. Donc, il travaille sur des plans, il croise des documents d'époque. Et puis, il trace une zone. Ils se disent, voilà, là, il y avait le couvent, sauf que, entre-temps, des routes, des immeubles, des constructions. Et sur l'ensemble de la zone qui pouvait être celle du couvent d'avant, il n'y avait que 17% à peu près de la superficie qui pouvait éventuellement faire l'objet de fouilles. C'est les parkings. Ouais. Et puis, un couvent, c'est essentiellement, en fait, il y a le cloître, il y a le jardin. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est l'église. Donc, c'est vraiment un tout petit morceau de la superficie en question. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ils commencent les fouilles en 2012. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils peuvent faire 3 tranchées. Et en fait, ils font un calcul. Les 3 tranchées qu'ils vont faire, ça couvre à peu près 1% de la superficie de tout le couvent. Ok. Et première tranchée, au bout de 5-6 heures de fouille, il y a un squelette.
qui était peinte en blanc, la lettre R pour réservé, emplacement réservé. Et c'est Philippa, je ne sais plus trop quoi, celle qui vraiment est à l'initiative de ces fouilles, quand elle s'était rendue sur ce parking, elle raconte, et elle le racontait avant, c'était médiatisé avant les fouilles déjà, elle racontait qu'elle avait une intuition, un pressentiment, c'est là qu'il doit être. Et en voyant la lettre R, elle a dit c'est un signe. Ouais. Et le corps était à 2-3 mètres du R. C'est dingue. Et ils ont fait des tests derrière génétiques qui ont confirmé que c'était Richard III. Richard III, quoi. Ouais. L'indice était là, vraiment, c'était très très Il y avait le R, je veux dire, Ouais. c'était... Creusez là, les gars. Ça ne peut pas être plus clair, quoi, vraiment. Et c'est fou de se dire que, donc, du coup, pendant des années, il y a des gens qui se sont garés au-dessus de Richard III. De Richard III, tout à fait. Sans le savoir, quoi. Sans le savoir. C'est Et ça a incroyable. permis de revenir sur toute la légende noire développée notamment par Shakespeare, d'un homme qui était physiquement aussi monstrueux que sa pratique du pouvoir. En fait, il avait juste une épaule un peu plus haute que l'autre et une scoliose, ce Ouais. qui fait qu'on Dégueulasse. a à peu près Ah non, j'ai la même chose, s'il te plaît, Je Patrick. plaisante. J'ai le corps de Richard III. Mais je suis encore en vie. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu dans le monde qui t'a marqué ou étonné? J'ai pas tant voyagé que ça dans le monde. Le voyage, moi, qui m'a le plus marqué, c'est le seul voyage extra-européen que j'ai fait. C'était en 2007 parce que ma petite sœur, qui a 1 an de moins que moi, était au Sénégal pendant une année. Et donc, je me suis rendu là-bas. Il se trouve qu'avec ma sœur, à ce moment-là, on pouvait pas trop se piffrer. Donc, au bout de 2 jours, j'ai pris le sac sur le dos et puis voilà, je suis parti. Taxi Brousse, Ndiaga Ndiaye, donc des minibus, voilà. C'était incroyable. Donc, c'est pas forcément un lieu, mais par exemple, j'ai passé quelques jours dans le détail du Ciné Saloum. Je savais pas trop où j'allais crècher, donc c'était l'impro, voilà. Des gens excessivement accueillants. Qu'est-ce que j'ai bien bouffé, putain, le poulet yassa au Sénégal, c'est incroyable. C'est mon plus grand souvenir culinaire à vie. Mais voilà, ça, vraiment, le Ciné Saloum. Ciné Saloum. Ouais, l'état du ciné. Alors, j'invite pas forcément les gens d'ailleurs à s'y rendre. L'idée, c'est justement peut-être de pas trop envahir Ouais. la région. Après, ce qui m'avait aussi marqué, c'est à l'aéroport, à l'aéroport, oui, au retour, des discussions avec des touristes qui étaient vraiment venus avec des tours opérateurs, etc. Et qui, en fait, bien souvent, vont au Sénégal pour y rester 1 semaine ou 10 jours, mais à l'hôtel, en fait, ils vont à la piscine, quoi. Ouais. Ils restent entre touristes. Mhm. Et puis, je les entendais se plaindre parce qu'il y avait des gens qui venaient dans les hôtels pour leur vendre Il y avait des Sénégalais au Sénégal, quoi. Ah. Ouais. Bah ouais, la déception, forcément. La déception, ah oui. Ouais. Je pense que c'est les mêmes qui, en France, tu sais... Bon, on va s'arrêter là. Dernière question, cher Yann. On en est déjà à la dernière question. Ah ouais, bah c'est déjà 15h40. Enfin, ça n'aura aucun sens pour ceux qui entendront le podcast, mais là, en l'occurrence, tout de suite, il est 15h40. Est-ce qu'il y a un truc que l'expérience de la vie t'a appris et que tu voudrais dire à ton toi de 20 ans pour gagner du temps? Waouh. Oui, mais ça ira assez vite parce que ça fait écho à quelque chose que je t'ai déjà raconté. Alors, non, en fait, je crois que c'est mon moi de 70 ans Mhm. qui va devoir aller voir même mon moi de maintenant, parce que c'est toujours pas ancré. Mais c'est... tu peux te tromper. Tu peux faire des erreurs, c'est pas grave. Ta vie est pas en jeu. Je me mets... Alors, le fait de faire du debunk, ça arrange pas la situation. Mais je m'accorde vraiment pas le droit, tu vois, à l'erreur. Pour France Fiction, on a fait beaucoup de promotions. Comme souvent, j'ai pas les questions à l'avance. Je me prépare des dossiers dans lesquels j'anticipe les questions. Là, je partais avec des dossiers de bien 10 bons centimètres d'épaisseur dans le sac, que je relis dans le train comme ça, de manière un peu compulsive. Et sinon, il se passe ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que si on me pose une question et que j'ai le sentiment de ne pas être suffisamment armé pour y répondre, je dis que je ne peux pas Ouais, répondre. tu prends pas de risque. Je prends pas de risque, je veux pas me tromper, mais ça s'ancre dans ce que mon père me faisait subir à 4-5 ans, parce que quand je me trompais, ça se passait pas bien. Comment tu vis les commentaires de gens qui te reprennent sur une vidéo, par exemple? Quand même alors, je lis pas tous les commentaires déjà, c'est quand même la clé, je crois. Je lis les commentaires pendant peut-être 15-20 minutes, parce que souvent, ce sont des commentaires plutôt bienveillants et puis qui permettent d'identifier d'éventuels bugs techniques, problèmes, etc. Après, j'évite d'aller les lire. Mais en fait, globalement, les reprises que je me prends, parce que je back quand même vachement mes scripts, je fais relire par des spécialistes, je dis pas qu'il n'y a pas de faille, mais j'essaie quand même de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible.
Et donc, c'est quand même souvent des commentaires, on va être clair, de mauvaise foi. Ou alors des commentaires qui vont me reprocher de ne pas comprendre qu'en fait, on n'a pas besoin d'histoire, on a besoin de quelque chose qui nous unit, on a Ah oui, besoin d'un d'accord. roman national. Voilà. Mm. Ça va être ça, en fait, plutôt. Ouais. Ouais, c'est une question de philosophie de l'histoire. Ça, en fait, à quoi sert l'histoire? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un roman national, voilà, ou est-ce qu'on essaie d'aller vers la vérité le plus possible? Bah, en fait, par essence, l'histoire, c'est la compréhension du passé. Le reste, c'est pas de l'histoire, c'est de la Mm. mémoire. On est vraiment sur un autre champ Mm. d'exploration. Et ça pose pas d'ailleurs forcément de problème aux historiens qui est des mobilisations publiques, politiques de l'histoire. C'est même un champ de recherche. C'est-à-dire que faire l'histoire des idées reçues de l'histoire, faire l'histoire des discours pseudo-historiques, des manipulations de l'histoire, c'est un champ de recherche pour les historiens. Là, c'est de la méta-histoire, en fait. Mais c'est d'ailleurs Ouais. vraiment, putain, ça fait vraiment promo là. Mais oui, c'est de la promo. C'est vraiment ce qui est dans France Fiction. C'est ça en fait. On ne se contente pas de débunker, déconstruire des idées reçues. C'est vraiment d'où elles viennent, pourquoi elles sont nées, au service de quels intérêts, comment elles sont parvenues jusqu'à nous. Par contre, ce qui pose souci, c'est quand certains mobilisent tort de l'histoire, donc à des fins politiques mémorielles en fait, mais font comme si c'était de l'histoire, comme si ce discours avait autant de valeur que le discours de la recherche. Ouais. Là, ça pose un vrai problème. Ils viennent relativiser l'apport du travail des historiennes et des historiens. Merci Yann d'avoir été mon invité. N'hésitez pas à l'applaudir, vraiment. Et pour les personnes qui écouteront ce podcast dans le futur, j'espère que ça vous a intéressé aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve mardi prochain. Voilà les amis. Merci Patrick.